C'est une scène assez incroyable à visualiser quand on y pense. En l'espace de quelques heures, on a un seul pays qui se met à négocier des perspectives économiques avec la Maison-Blanche, Ouais. qui orchestre un véritable bouclier diplomatique au Moyen-Orient et qui, dans la foulée, va consolider une alliance militaire exceptionnelle avec une puissance asiatique. C'est d'un rythme assez fou, c'est clair. Totalement. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On plonge dans notre analyse détaillée de ce qui s'est passé lors de la 5e édition du Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie. Mhm. Un événement vraiment clé. Voilà. Et les notes qu'on a sous les yeux aujourd'hui se concentrent sur Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui s'y est rendu avec des messages très clairs du président Tebboune. Exactement. Et les sources parlent carrément de saisisme diplomatique, hein. Un séisme, oui, le mot est posé. Et notre mission pour cette exploration, pour ceux qui nous écoutent et qui sont accros à la géopolitique, c'est vraiment de décoder ça, de comprendre comment une nation orchestre une campagne aussi massive pour devenir une vraie puissance de bascule. Et cette notion de puissance de bascule, ou de swing state, pour reprendre le terme anglais, c'est vraiment le cœur du réacteur ici. C'est-à-dire? En gros, c'est pas juste rester neutre au milieu de la pièce, quoi. Ah non, pas du tout, c'est pas de la neutralité passive, c'est une stratégie hyper active. En fait, tu utilises ta position géographique, ton réseau diplomatique et tes atouts sécuritaires pour devenir le point d'équilibre indispensable. D'accord. Le point d'équilibre entre des blocs qui s'affrontent, en fait. C'est ça. L'intérêt fou de ces sources d'Antalya, c'est la vitesse et la diversité des acteurs qu'il a rencontrés. Ça montre une expansion géopolitique algérienne en temps réel. Bah d'ailleurs, j'ai une analogie en tête, c'est comme observer une partie d'échecs. Mais d'un coup, tu as une pièce qui décide de se déplacer sur tout le plateau en même temps. Ouais, belle image. De l'économie américaine jusqu'à l'armée pakistanaise. C'est fascinant. Du coup, je propose qu'on entre directement dans le vif du sujet avec le premier grand axe de cette architecture. L'axe occidental. Voilà, la relation entre Alger et Washington. Avant de regarder ce qui se passe en Orient, il faut bien voir comment la base est consolidée à l'ouest. Le texte nous donne plein de détails sur la rencontre avec Massad Boulos. Le conseiller de haut rang du président américain. C'est ça, le conseiller chargé de l'Afrique, des affaires arabes et du Moyen-Orient. Et les sources sont très enthousiastes. Elles parlent d'une dynamique positive, d'un niveau exceptionnel pour le dialogue stratégique, avec des perspectives économiques. Ouais, mais c'est là qu'il faut creuser, en fait. Bah justement, moi, il y a un truc qui me fait tiquer. Parce que quand on lit dialogue stratégique et perspective économique, on s'attend à parler de commerce, de chiffres, d'investissement pur, non? En théorie, ouais. Sauf que là, dans la même phrase, les sources nous disent qu'ils ont abordé la Libye, le Soudan et le Sahara occidental. Mais oui. Du coup, je suis un peu sceptique. Est-ce que c'est de la simple politesse diplomatique de parler de ça? Comment on peut sérieusement parler d'économie quand on met sur la table des conflits aussi explosifs? Eh ben, c'est parce que, pour l'Algérie, l'équation est très simple. La stabilité régionale, c'est la condition sine qua non pour faire de l'économie. D'accord, donc l'un ne va pas sans l'autre. Absolument pas. Pour que les États-Unis investissent massivement et créent des partenariats durables, ils ont besoin de sécurité. Le grand capital a horreur de l'instabilité, c'est bien connu. C'est clair. On n'investit pas dans un champ de mines. Voilà. Et là, l'Algérie se positionne en disant « Regardez, nous avons des frontières directes avec la Libye, nous maîtrisons les dossiers complexes comme le Soudan. » C'est vrai qu'ils ont une expertise régionale historique là-dessus. Tout à fait. Donc en gros, Alger dit à Washington que pour sécuriser leurs intérêts économiques en Afrique du Nord et au-delà, ça doit passer par eux. Ils agissent en tant que véritables stabilisateurs africains. D'où la présence du Sahara occidental dans ces discussions économiques. C'est pas un hasard du coup. Ah non, zéro hasard, c'est central. L'Algérie lie directement la résolution de ce conflit à la stabilité globale de la région. Tu ne peux pas parler de grands plans économiques avec les Américains sans clarifier les lignes rouges sécuritaires, et le Sahara occidental en est une majeure. C'est fou de voir comment des dossiers de guerre sont utilisés comme levier pour des accords économiques futurs. C'est la réelle politique dans toute sa splendeur. Ouais, clairement. Bon, ça c'est pour l'axe Washington-Alger, mais une fois que cette base semble assurée, le texte nous montre que l'attention se tourne immédiatement vers l'épicentre actuel des tensions mondiales. Le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, voilà. Ahmed Attaf a enchaîné les rendez-vous. Il a vu Ayman Safadi, le vice-premier ministre jordanien, et aussi Ahmed Aboulgate, qui est le secrétaire général de la Ligue arabe. Et là, le vocabulaire change. La source mentionne une solidarité absolue avec la Jordanie. Et c'est un mot lourd de sens aujourd'hui. Oui, surtout face aux répercussions de ce qu'ils appellent gentiment l'escalade militaire. Mais il y a une formulation dans le texte sur laquelle je veux qu'on s'arrête une seconde.
Vas-y, je t'écoute. Le texte parle de développer un, je cite, système d'action arabe commun avec la Ligue arabe. C'est super fascinant parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à la tentative de création d'un bouclier diplomatique régional, tu vois. Ouais. Et c'est très stratégique de choisir la Jordanie pour ça. Pourquoi la Jordanie spécifiquement? Parce que la Jordanie est en première ligne absolue. Géographiquement, politiquement, c'est un pays qui encaisse toutes les secousses du Moyen-Orient. Si la Jordanie craque, c'est toute la région qui s'embrase. Donc l'Algérie vient se positionner comme le pilier de soutien d'un pays qui est littéralement au bord du gouffre. C'est exactement ça. La stratégie algérienne ici, c'est de refuser d'agir seul de son côté. Ils veulent encadrer la crise. Ce système d'action arabe commun, c'est une manière de dire qu'on ne va pas répondre à l'escalade militaire par de la surenchère désordonnée. Ils prônent la négociation avant tout, quoi. Voilà, une résolution des différends pour arriver à un règlement définitif. Parce que l'alternative, c'est le chaos généralisé, et personne ne veut ça. Mais du coup, sans faire l'avocat du diable, face à des missiles qui volent, un bouclier diplomatique et des communiqués de la Ligue arabe, c'est un peu léger, non? Ça peut paraître léger à court terme, oui. Mais l'idée, c'est de construire un front de refus diplomatique tellement compact qu'il oblige la communauté internationale à intervenir pour stopper l'escalade, plutôt que de laisser les acteurs s'isoler. D'accord, je vois la logique. On consolide l'économie à l'ouest avec les Américains, on tente d'éteindre l'incendie ou au moins de contenir les flammes au Moyen-Orient. Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape. Oui, C'est vraiment la partie de l'analyse qui justifie le terme de séisme diplomatique, selon les observateurs. Parce que là, l'Algérie jette carrément un pont par-dessus le Moyen-Orient pour atterrir en Asie du Sud. la rencontre avec le Pakistan. Exactement. Le texte décrit une rencontre à tonalité élevée avec Mohamed Ishaq Dar, le vice-premier ministre pakistanais. Oui, et ça, c'est un signal très très fort. Les observateurs évoquent carrément une invitation officielle à Islamabad dans le but de renouveler, et je reprends les termes de la source, une coopération militaire exceptionnelle. Hmm. On passe d'un dialogue stratégique économique avec les États-Unis à une coopération militaire exceptionnelle avec le Pakistan. C'est pas banal. Non, c'est captivant. Moi, ça me fait penser, tu sais, à la théorie du portefeuille d'investissement diversifié. Hein? Comment ça? Si tu veux minimiser tes risques, tu mets jamais tout ton argent dans le même secteur ou dans le même pays. Tu te diversifies. Là, c'est pareil, mais avec des alliances d'État. Je vois, donc on sécurise l'économie d'un côté et la défense de l'autre. Voilà. L'Algérie hedge ses positions. Elle discute sécurité et affaires avec Washington, mais pour ne pas être coincée dans une seule sphère d'influence occidentale, bam, elle va s'allier militairement à une puissance orientale. Ton analogie est parfaite et ça nous ramène directement à la thèse centrale de ce document. C'est précisément ce grand écart géopolitique qui ancre l'Algérie comme une force d'équilibre incontournable. Parce qu'elle se rend vitale sur plusieurs tableaux à la fois. C'est ça. Mais il faut bien comprendre qui est le Pakistan aujourd'hui. C'est pas juste un pays d'Asie du Sud. C'est une puissance nucléaire avec une des armées les plus imposantes du monde. Ah oui, c'est vrai, on a tendance à oublier la dimension nucléaire dans ce genre d'accord. Et c'est crucial. L'Algérie montre qu'elle associe sa diplomatie politique à des relations militaires du hard power extrêmement lourdes. Ça assoit une crédibilité énorme sur la scène internationale. C'est ce qui fait que les autres puissances sont presque obligées de te respecter au final. Exactement. Ça envoie un message clair. Nous avons des options. Nous ne sommes dépendants de personne. Et ça marche. Bon, au milieu de toutes ces grandes manœuvres de géopolitique pure, des alliances militaires et des stratégies économiques, il y a une autre rencontre à Antalya qui m'a marquée. Celle avec les Nations Unies? Oui, le texte nous ramène brutalement à une réalité beaucoup plus humaine en fait. Ahmed Attaf s'est entretenu avec Bahram Saleh. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. C'est ça. Et le sujet principal de leur réunion bilatérale, ce sont les programmes destinés aux réfugiés sahraouis. Et là, il faut vraiment s'arrêter une seconde. Oui, le contraste est saisissant. Mais complètement. Parce que plus tôt dans la journée, on l'a vu, la question du Sahara occidental était discutée sous l'angle de la géopolitique dure et de la stabilité régionale avec les Américains. Mhm. Et là, quelques heures plus tard, on retrouve le même dossier, mais sous un prisme strictement humanitaire et vital, avec l'ONU. C'est ce qu'on appelle une approche à 360 degrés. La diplomatie moderne exige de traiter les crises sur absolument tous les fronts en même temps. Ça doit être un casse-tête de gérer des niveaux de discours aussi différents. C'est le travail des grands diplomates. Tu ne peux pas juste faire de la théorie géopolitique dans des salons dorés. Il y a des réalités sur le terrain. Des camps, des réfugiés, des besoins en aide internationale.
C'est le contrepoids humanitaire, en quelque sorte. Voilà. Traiter avec le HCR permet de s'assurer que les droits humains avancent concrètement. Et en même temps, diplomatiquement parlant, ça maintient la pression de la communauté internationale sur la crise elle-même. Hmm. C'est vrai que si tu en parles à l'ONU pour l'aide, tu rappelles au monde que le problème n'est toujours pas résolu sur le fond. Tout est lié en fait. Les implications stratégiques d'un côté et la survie des populations de l'autre. Bon. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, pourquoi ceux qui écoutent cette analyse aujourd'hui devraient s'intéresser à ce ballet diplomatique hyper précis qui a eu lieu à Antalya? C'est la question fondamentale. La réponse qu'on peut tirer de ces sources, c'est que ça illustre de manière spectaculaire que le monde a changé. L'architecture globale, les grandes décisions, elles ne se prennent plus seulement dans des bureaux fermés à Washington, à Pékin ou à Moscou. Non, l'époque des blocs monolithiques est révolue. Et comprendre ces mouvements fluides, ces états qui deviennent des puissances de bascule, c'est comprendre comment se dessine concrètement la paix ou les tensions de demain. Ouais, et ça m'amène d'ailleurs à une pensée un peu provocatrice pour conclure notre session. Ah, je t'écoute, vas-y. Les sources insistent lourdement sur le fait que cette hyperactivité fait de l'Algérie une force d'équilibre. On l'a bien vu. Oui, le point central de notre discussion. Mais il y a un risque caché. Quand une nation s'étire autant géopolitiquement en essayant d'équilibrer des dialogues stratégiques avec l'Occident, tout en cimentant des coopérations militaires avec l'Asie du Sud, sans parler du front moyen-oriental, Tu te demandes si c'est tenable à long terme. c'est pire que ça. Je me demande si ce grand écart diplomatique la protège vraiment en la rendant indispensable, ou si, à terme, elle risque de se retrouver directement prise entre les feux croisés des futures grandes fractures mondiales. Ah, waouh. C'est vrai que quand on est ami avec tout le monde, le jour où tout le monde se fâche, on se retrouve vite au milieu de la ligne de tir. Exactement. C'est le paradoxe de la puissance de bascule. Et c'est une question que je laisse à la méditation de tous ceux qui nous écoutent. C'est une sacrée question pour terminer. En tout cas, ça montre bien que derrière les communiqués diplomatiques officiels, les enjeux réels sont d'une complexité fascinante.